Salut à tous, bienvenue sur Auto Hebdo, on espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre vidéo des enjeux du Grand Prix de Grande-Bretagne avec Cyprien Juillard. Comment ça va? Très bien et toi, Michael? Ça va très bien, chaudement comme on dirait évidemment, mais ma foi, ma bonne dame, il n'y a plus de saison. Voilà, exactement, hein. Voilà, on va vous faire tous les trucs, vous en faites pas. On va faire un petit 45 minutes sur la météo et puis on passera ensuite au sujet de la vidéo que vous voulez avoir depuis le début. Mais donc ce Grand Prix de Grande-Bretagne, encore une fois, quelques enjeux qui vont être intéressants. Et on aimerait commencer, Cyprien, par Lewis Hamilton, parce qu'il sort d'un bon Grand Prix d'Autriche, on va pas dire excellent non plus, mais un bon Grand Prix d'Autriche. Et maintenant, il revient sur un circuit où il s'est imposé l'an dernier. Qu'est-ce qu'on peut espérer de Lewis Hamilton chez lui? Une nouvelle victoire, ce serait, je pense, que lui espérerait. Alors, si on est un peu plus réaliste, je pense que le podium peut être un objectif si vraiment Hamilton arrive à faire un très bon week-end. On l'a vu, comme tu l'as dit, en Autriche, il y a du mieux ces derniers temps. Il a fait sa meilleure qualif chez Ferrari, une belle 4e place. Il a semblé, jusqu'à cette qualif, plutôt toujours dans le rythme de Leclerc. Il est toujours un petit cran derrière, mais on sent quand même que cet écart se réduit de week-end en week-end. Donc, il y avait quand même vraiment du positif. Puis cette course, une course assez solitaire, hein, somme toute, 4e, mais dans un rythme assez convaincant aussi. Encore une fois, un peu décroché par Leclerc, mais on sent quand même qu'Hamilton trouve enfin ses marques, commence à comprendre cette voiture. Lui-même, il avait le sourire après la course. Donc Silverstone, il retrouve un circuit qu'il adore, un circuit sur lequel il est recordman de victoire. Très nettement d'ailleurs, hein, puisque c'est le pilote qui a le plus gagné sur un circuit en F1, c'est Hamilton à Silverstone. Et puis donc ce succès de l'an dernier qui a été très fort en émotion et qui, je pense, du coup, va aussi le guider et l'animer dans ce Grand Prix à domicile. Oui, clairement, Lewis Hamilton qui n'en attendait rien de ce Grand Prix d'Autriche et qui en sort avec, ma foi, positivité, ce qui est déjà un bon début pour le pilote britannique dans la Ferrari. Deuxième enjeu qu'on aimerait mettre en avant ici, alors c'est cette bagarre pour le milieu de tableau. Parce qu'évidemment, McLaren est loin devant au championnat du monde des constructeurs. Derrière, Ferrari, Mercedes sont un petit peu en lutte pour la 2e place avec Red Bull décramponné. Mais alors derrière, à partir de la 4e place, c'est la foire d'empoigne. Et on a surtout l'impression, et ça s'est encore vu ce week-end en Autriche, que ça change toutes les semaines. On n'a plus les mêmes forces qu'il y a 5 Grands Prix. On n'aura pas forcément les mêmes forces que dans 4 Grands Prix. Donc c'est quand même extrêmement intéressant de voir tout ce qui se passe là. Ouais, comme tu l'as dit, on a un championnat cette année qui a vraiment plusieurs échelons très définis. On a McLaren qui est très loin devant avec 207 points d'avance sur Ferrari. Mercedes qui tiennent en 1 point. Red Bull qui a 40 points de retard, qui est un peu derrière. Et puis ensuite, là, on a toutes les équipes restantes quasiment qui sont dans le même wagon. On a Williams qui a 55 points, qui tient pour le moment cette 5e place du championnat. Mais Williams, en ce moment, c'est très compliqué pour eux. Un double abandon là en Autriche, ça leur était plus arrivé depuis 1 an d'avoir les 2 voitures qui ne voyaient pas l'arrivée d'un Grand Prix. Et puis surtout, Williams, c'est 4 points seulement sur les 4 dernières courses, autant qu'Alpine quand même. Donc, ouais. On vous avait déjà dit ça dans la vidéo précédente d'ailleurs, vous remarquez, donc ça n'a pas beaucoup changé justement entre ces 2 équipes. Non, malheureusement ça n'a pas beaucoup changé. Alpine, on s'y attendait, on s'attendait à pas les voir dans les points. Williams, c'est quand même une surprise. Et puis là, c'est vrai que malheureusement les week-ends se suivent et se ressemblent et on trouve plus l'équipe du début de saison qui était capable de faire des superbes résultats. Albon qui avait fait quand même des 5e places assez probantes, hein, notamment à Imola où il pouvait peut-être même jouer le podium. Alors on sait aussi que l'équipe est déjà tournée vers 2026, c'est le cas de beaucoup d'équipes, et c'est là où on va avoir du coup un match à 5 finalement qui va être très sympa à suivre, puisque ça va se jouer finalement sur qui va arrêter le plus tard le développement de 2025. On a Laurent Mekies de Racing Bulls qui expliquait ce week-end que justement ces équipes-là ne peuvent pas se permettre d'arrêter trop tôt parce qu'elles ont quand même un championnat encore à jouer et un championnat qui est très important parce qu'on parle encore une fois de plusieurs millions d'euros en fonction de la position que vous terminez. Et les Racing Bulls, finalement, c'est l'équipe qui est la plus en forme du moment. Eux, ils ont 19 points de retard sur Williams. Ils sont dans le match pour cette 5e place. Alors, pour vous faire un petit classement, on a Williams 55, Racing Bulls 36, je crois que c'est As 29, Aston 28 et Sauber 26. Et bon, Alpine qui est un peu décroché avec 11. Mais on a quand même toutes ces équipes qui sont en lutte. Et puis, c'est quand même super sympa en effet à suivre, puisque d'un week-end à l'autre, on voit une équipe prendre l'avantage. La semaine suivante, c'est une autre. On a vu Sauber ce week-end, double entrée dans les points, mais quand même avec Lawson 6e pour Racing Bulls, Alonso 7e pour Aston, c'est quand même, je trouve, génial à suivre. Et bon, des fois, si la lutte pour la victoire est un peu
un peu joué d'avance, ou en tout cas, on a une équipe qui a vraiment une certaine marge, il faut regarder derrière, parce qu'on a une très belle lutte quand même depuis le début de la saison. Il faut en profiter parce qu'on sait que pour l'instant c'est très serré, c'est très fun. 2026, on ne saura pas évidemment de quoi ce sera fait. Peut-être qu'il faudra attendre 2-3 ans pour revivre ce genre de bagarre du milieu de tableau, qui sont encore une fois milieu de tableau certes, mais enfin ça joue des 6e places quand tout se passe bien et quand certains pilotes s'accrochent, n'est-ce pas, Max Verstappen et Kimi Antonelli notamment. Le dernier enjeu qu'on aimerait évoquer, et c'est un enjeu qui revient chaque année à Silverstone, donc il va falloir encore une fois le tenir un petit peu à l'œil, c'est les pneus. Alors on va pas vous dire tout de suite qu'ils vont faire 3 arrêts et ainsi de suite, non, ce ne sera pas le cas, mais Silverstone accueillera donc des pneus un peu plus tendres que l'an dernier. Pirelli a décidé d'amener les C2, les C3, les C4, sachant que le plus dur c'est le C1. Donc voilà, des pneus qui forcément vont avoir un petit peu plus de difficultés sur une piste où il y a de nombreux virages très rapides, des changements d'appui assez rapides et assez brusques aussi. Donc là, ça génère beaucoup de chaleur dans les pneus. Est-ce que tu penses quand même que ça peut... On a vu qu'avec le C6, certaines équipes ont eu du mal. Parce que là, le fait que ce soit un peu plus tendre, ça peut être compliqué. Déjà, je pense que c'est un choix fait en connaissance de cause de la part de Pirelli, c'est-à-dire que c'est une volonté aussi de bouleverser un peu les stratégies, d'avoir des relais plus courts et donc forcément plus d'arrêts au stand, sûrement des stratégies à 2 arrêts qui vont se dessiner. Ça pose aussi question, puisqu'on a vu quand même dans les éditions précédentes du Grand Prix de Grande-Bretagne des courses où les pneus ont explosé, 2013 notamment. Ouais. 2020 aussi. 2020 où Hamilton en effet crève à un tour de l'arrivée et parvient à gagner sur 3 roues avec Verstappen qui revenait comme une balle derrière. Donc c'est un circuit qui est très exigeant pour les pneus. Là où ça pose aussi question, c'est qu'on a quand même beaucoup de débutants cette saison, de pilotes qui apprennent encore à gérer les pneus, même si certains ont plus d'expérience que d'autres. On sait qu'Antonelli, par exemple, a beaucoup roulé en TPC les années précédentes, etc. Puis bon, là, ils ont quand même disputé 11 Grands Prix. Ils commencent à comprendre, mais Silverstone, c'est un circuit très particulier. Donc il va aussi falloir qu'ils arrivent à bien gérer leur gomme. Et puis surtout, j'espère qu'on verra quand même pas de crevaison, d'explosion de pneus comme on a pu voir, parce que je trouve que ça nuit à l'image du sport, et puis ça met en danger inutilement des pilotes quand même. Oui, non, clairement, 2020, c'était un cas d'école en plus. On rappelle, Daniel Ricciardo souffre d'une crevaison et va taper le mur. Et en fait, il s'était retrouvé pile au moment où les pneus durs ne pouvaient pas tenir la distance. Mais il manquait genre 2-3 tours. Donc tout le monde a mis un train de pneus durs en se disant bah voilà, on va finir le Grand Prix comme ça. Puis à l'arrivée, en fin de compte, bah ça alors, des crevaisons à gauche, à droite, mais comment cela se fait? Donc voilà, peut-être que ces pneus plus tendres aussi vont créer des stratégies qui seront définitivement à 2 arrêts et ça pourrait permettre aussi de ne pas avoir ce problème de sécurité. Maintenant, évidemment, on verra ce que ça va donner ce week-end. Ouais, puis en plus, on arrive sur un circuit qui est quand même exceptionnel aussi pour les dépassements, pour les batailles en piste. Donc, on a un peu hâte de voir ça. Là, on sort de l'Autriche, qui est aussi un circuit taillé pour ça. Qui était chouette. Qui était chouette. En effet, on a un assez beau Grand Prix. Bon, encore une fois, pas vraiment de lutte pour la victoire, mais quand même des beaux dépassements. Puis il y a eu une lutte entre les deux quand même. Il y a eu une belle lutte entre les deux. Ouais, c'était très sympa en effet. On a vu la première vraie lutte entre les deux tournés à l'avantage de Norris, parce qu'il me semble que comme ça de souvenir depuis le début de saison on n'avait pas eu vraiment de combat. Non, l'Australie ça a été vite apporté, le Canada pareil. Le Canada c'est pas un combat, c'est une erreur de Norris. Donc non, il n'y a pas eu grand combat. C'était vraiment très sympa et j'espère qu'à Silverstone on verra ça. On se souvient de l'édition 2022, la première victoire de Sainz qui avait été très très animée, beaucoup de batailles en piste et de dépassements dans tous les sens, l'an dernier également. Voilà. Donc ce sera sûrement le Grand Prix à ne pas rater cette saison, je pense. Attention aux horaires, c'est à 16h samedi pour les qualifs et dimanche pour la course aussi, puisqu'évidemment, Angleterre oblige, nous avons 1 heure de plus que nos camarades britanniques, donc c'est pour ça que le Grand Prix aura lieu 1 heure plus tard que d'habitude. Merci Cyprien, et puis on se retrouve très vite. Merci Michael, à bientôt. Et avant de se quitter, un petit point par nos amis de la F2 et de la F3 avec Mathieu Chambenois. Comment ça va Mathieu? Ça va et toi Michael? Ça va très bien. Encore une fois, je rappelle que ces vidéos maintenant, je ne fais que dire que ça va, donc c'est toujours très sympathique. La F2 et la F3, il y en avait ce week-end du côté de l'Autriche. Et en F2, Alex Dunn a été bon. Puis moins bon d'un coup. Oui, ça a été très prometteur pour lui. Déjà, il a bien réussi son saut effectivement avec la McLaren dans la Formule 1. 4e des essais libres, on rappelle. Tout à fait. Il a fait une bonne qualification. Il a fait 7e, mais à 2 dixièmes seulement du leader. Il a été bon en sprint. Il a été aussi très bon en course puisqu'il a fini 2e. Mais malheureusement, l'Irlandais s'est fait disqualifier pour une hauteur de planche mesurée trop fine par rapport à la règle. Donc malheureusement, effectivement, il était censé recoller à un Verschoor qui lui a pris la tête du championnat. Mais malheureusement, il accuse maintenant quelque chose comme 24 points de retard. Donc coup dur pour Dune qui va devoir effectivement se relever du côté de Silverstone. Et puis coup dur aussi pour Lindblad. Lindblad qui lui sort d'un week-end son 2e sans aucun point du côté de Spielberg. Son premier c'était à Melbourne pour la première manche. Donc Lindblad qui compte 79 points et qui lui aussi commence à accuser un sérieux retard.
qui va rouler lui aussi en essai libre 1 à Silverstone, donc effectivement en F1, et qui va devoir réussir, comme Dune l'a fait, le grand saut, si on peut dire, de l'un à l'autre, et donc potentiellement de nouveau marquer des points pour revenir dans la course au titre. Du côté de la F3, un podium français encore. Hein. Tout à fait, podium en sprint pour Alessandro Giusti qui fait deuxième effectivement de cette course-là. En revanche, la course principale s'est moins bien placée pour les Français. Ils étaient bien classés, ils avaient même réussi 2 belles remontées, que ce soit pour Théophile Naël ou pour Alessandro Giusti. Malheureusement, les deux ont commis la même erreur au virage 3 et donc sont sortis de la zone des points. Théophile Naël a malgré tout terminé dans le top 10 grâce aux disqualifications. Mais effectivement, ça a été une course un petit peu plus délicate pour des pilotes qui connaissaient le circuit du côté de Spielberg. En revanche, à Silverstone, ils vont le découvrir. En tout cas, Théophile Naël, c'est ce qu'il nous disait il y a quelques semaines, a hâte de découvrir ce circuit de Silverstone. Et donc, ça va être un saut dans l'inconnu pour eux et un gros enjeu aussi pour recoller, étant donné qu'ils ont rétrogradé au classement général. Et puis en F3, effectivement, l'autre enjeu, au-delà des Français, c'est celui effectivement aussi du classement général, parce que Nicolas Tsoloff, qui a gagné la course principale de F3, a lui aussi été disqualifié, tout comme Dune, pour exactement la même raison, c'est-à-dire la hauteur de planche. Il était censé revenir à 1 point. Normalement, on avait 115 points pour Raphaël Camara et 114 pour Nicolas Tsoloff. Au final, Raphaël Camara s'en sort très bien, puisqu'il en compte 117 aujourd'hui, tandis que Nicolas Tsoloff, lui, ne passe que 3e derrière Tim Tramnitz au classement. Donc, effectivement, là, encore une fois, le Bulgare qui va devoir revenir aux affaires et se montrer tout aussi efficace, sans se faire disqualifier cette fois-ci, donc en Grande-Bretagne. Eh ben, merci beaucoup, Mathieu. Avec plaisir. On se retrouve très vite. Ciao, ciao.